Alors, évidemment, on ne peut pas répondre à cette question sans faire référence à Lacan, qui a dit que la loi et le désir, c'était la même chose. Alors, pourquoi c'est la même chose? Parce qu'effectivement, c'est la loi qui désigne le désir. Notamment, la loi d'interdiction de l'inceste va désigner le désir comme étant l'inceste justement maternel. Bon. Mais, dans la pratique, en psychanalyse ou en psychothérapie, on se rend bien compte que la loi et le désir, c'est antinomique. Hein, et qu'effectivement, il y a quelque chose qui va empêcher, puisque l'inceste étant interdit, qui va empêcher le désir de se réaliser. Et évidemment, la dialectique psychanalytique va s'articuler tout le temps là-dedans. C'est-à-dire que l'objet du désir est de toute façon quelque chose de perdu. Ça, c'est vrai chez Lacan, c'est vrai chez Freud, l'objet du désir est toujours derrière soi. Et on court quand même pour le retrouver quelque chose de perdu. Voilà, voilà la philosophie, si on peut dire, du désir. Voilà. C'est évident, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait un article sur le décrocheur. C'est évident que c'est à partir du moment où il n'y a pas de loi à la maison, il n'y a pas de loi non plus à l'école, parce que la loi de l'école, c'est la loi de la maison qui est transférée sur l'école. C'est-à-dire les parents qui disent tu vas obéir au maître comme tu nous as obéi à nous, parce que si tu veux t'instruire, il faut écouter le maître. Bon. Alors actuellement, comme il n'y a plus d'autorité à la maison, il n'y a plus d'autorité à l'école. Et les parents, les enseignants, pardon, lapsus intéressant, les enseignants sont désespérés parce qu'ils se rendent compte que c'est eux qui sont obligés de, de faire la loi. Et le problème des décrocheurs, c'est que ils ont décroché, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus à l'école, ils n'obéissent plus, et c'est un cercle vicieux parce que moins ils obéissent, moins ils vont à l'école, plus ils sont perdus, et plus à ce moment-là ils se retournent vers la délinquance, vers la drogue, le hashish, etc. C'est extrêmement fréquent chez les décrocheurs. Alors ensuite, ils sont obligés de s'organiser entre eux, entre décrocheurs, pour commettre des larcins ou des choses comme ça. Et ils sont ce qu'on appelle complètement désinsérés parce que, évidemment, le lieu d'un adolescent dans nos sociétés, c'est l'école. Et quand on ne va pas à l'école, eh bien, on ne va nulle part. Voilà. Merci. Et alors, j'ajouterais que quand il n'y a pas d'autorité à l'école, pas d'autorité à la maison, et qu'on envoie l'enfant en thérapie, c'est à ce moment-là le thérapeute qui est obligé de manifester une certaine autorité. Mais on retrouve ça en thérapie, et effectivement, il y a par exemple des enfants, des insérés justement, qui trouvent dans la thérapie un lieu où enfin ils ont des règles auxquelles il faut obéir. Oui, évidemment, il est difficile de lire un auteur, quel qu'il soit, sans lire aussi ses références, hein, bien sûr. Mais cela dit, on n'a pas. Il y a
toutes sortes de questions qu'il pose sur Lacan et Freud. Pour moi, je vous dis franchement, pour moi, Lacan est avant tout le lecteur de Freud. C'est-à-dire, c'est celui qui nous a expliqué Freud, qui a pu comprendre Freud et entendre Freud, si on reprend les questions que vous allez me poser après. Et dans cette optique, eh bien, lire Freud paraît absolument indispensable. Vous avez des gens qui ne lisent que du Lacan, hein, et pour qui la psychanalyse devient uniquement lacanienne, j'allais dire lacaniste. Mais en fait, l'inconscient n'est pas de Freud ou de Lacan. L'inconscient, il existe et il a été découvert par Freud, bien il existait avant évidemment, mais c'est Freud qui l'a mis en valeur, notamment dans ce concept essentiel qui est le refoulement. Et quand un psychanalyste écoute un patient, eh bien, il a dans sa tête, il n'a pas Freud seulement ou Lacan seulement dans sa tête, il a Freud, il a Winnicott, il a Balint, il a Ferenczi, il a toute la cohorte des psychanalystes qui ont essayé de comprendre ce que voulait dire le patient et qui ont essayé de comprendre à travers ce que leur disait Freud, ce que disait le patient, et qui sont allés quelquefois un peu plus loin que Freud. Alors Lacan est allé aussi un petit peu plus loin, mais pas tellement plus loin que Freud. Les cas de discours, eh bien, ça peut être utile, mais sans plus. Enfin, pour moi, pour ma part, ça ne me sert pas spécialement. Et je crois que la société dite, que vous appelez permissive, euh, peut s'expliquer par les discours lacaniens, et notamment par le discours du capitaliste. C'est un avatar du capitalisme, la société permissive. Ça va avec. Le libéralisme, d'ailleurs, va avec le capitalisme. Bon, donc, moi, ça ne me dérange pas tellement parce que ça ne me sert pas tellement non plus. C'est quel discours. Et je dois dire que je ne suis pas bouleversé par le fait que nous vivions dans une société qui ne s'explique peut-être pas par les discours lacaniens. Question très intéressante, parce qu'effectivement, dans le mot comprendre, vous avez une identification à l'interlocuteur. C'est-à-dire que quand vous comprenez, par exemple, un adolescent qui a, je sais pas, qui a chapardé un disque dans une grande surface, vous le comprenez parce que ses parents sont pauvres, il n'a pas d'argent, il ne travaille pas, etc., qu'il avait très très envie, et puis que tout est fait dans ces boutiques pour attirer les adolescents et pour leur faire convoiter l'objet du désir. Bon. Donc vous le comprenez. Mais par contre, quand vous l'entendez, entendre, c'est entendre ce qu'est l'inconscient derrière les actes. Et là, vous entendez une transgression, vous entendez qui sait très bien qu'il fait quelque chose de mal, etc. Et là, vous ne le comprenez plus. Il y a une espèce d'antinomie entre comprendre et entendre. Hein, entendre, c'est, pour résumer, entendre, c'est entendre l'inconscient, et comprendre, c'est se mettre à la place d'eux. Voilà la différence. Donc on peut très bien. Et souvent, on comprend les adolescents, on les comprend trop. Hein, il faut aussi les entendre.
en fait, c'était faut-il parler de l'inconscient à des gens qui ne savent pas qu'il existe. Alors évidemment, des gens viennent vous voir pour des symptômes, pour une douleur, pour une souffrance, et vous leur dites, ben écoutez, continuez à me parler de ça, euh, et les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce que ça va me guérir? Donc il faut à ce moment-là leur expliquer. Par contre, quelqu'un qui vient pour faire une psychanalyse, qui sait très bien ce que c'est, vous n'allez pas lui expliquer, quoique, quelquefois, c'est nécessaire aussi de revenir toujours à la règle fondamentale. Donc tout dépend du niveau de connaissance du patient en question. Et quand on dit, Freud le dit lui-même, qu'on n'a pas besoin de croire à l'inconscient ou de croire à la psychanalyse pour en faire une, hein, il suffit de respecter les règles freudiennes, c'est-à-dire de dire tout ce qui vient à l'esprit sans barrage. C'est une règle qui est à la fois apparemment facile et qui est extrêmement difficile, parce que justement les gens ont décidé, par exemple, qu'ils ne parleraient pas de choses intimes, parce que ça ne regarde pas le psychanalyste, alors que justement, tout le regarde. C'est une règle extrêmement difficile parce que, en fait, ça place le psychanalyste dans le cerveau de la personne. Puisqu'en fait, ce qu'on demande aux personnes, c'est de réfléchir tout haut. Et quelquefois, ils sont, je vois ça surtout en psychodrame, ils sont eux-mêmes surpris par ce qu'ils disent. Ils ne s'attendaient pas à dire de telles choses. Et donc, le psychanalyste prend une place qui est une place extrêmement intime, plus intime que celle de la mère encore, puisque entre la mère et l'enfant, il y a quand même la limite corporelle. Voilà. En France, nous avons aussi une obligation scolaire jusqu'à 16 ans, etc. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'adolescent a besoin d'un lieu et il a besoin d'apprendre, il a besoin de... Mais en même temps, vous avez des enfants qui sont complètement bloqués sur le plan intellectuel et qui par contre sont tout à fait capables de faire un métier et de réfléchir quand il s'agit de quelque chose de concret à faire. Et ces enfants-là, si on les maintient dans le système scolaire, ils deviennent malheureux, sont des redoublants, ils sont perdus et ils perdent leur temps. Et c'est pour ça qu'en France, on a finalement dérogé à cette loi pour certains enfants qui, à partir de 14 ans, pouvaient faire des pré-apprentissages. Ça, c'est une excellente chose. Malheureusement, le travail manuel en France n'est pas bien considéré. J'ai toujours été frappé quand j'étais allé je me rappelle, en Suisse, de voir à quel point le travail manuel, les métiers manuels étaient valorisés, alors qu'en France, ils étaient dépréciés. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Alors, il y a aussi en France, il y a une loi qui était une loi absurde, c'est celle du collège unique. C'est-à-dire de mettre tous les enfants dans la même classe, alors même qu'il y en a qui sont prêts à investir le travail scolaire et d'autres pas. Et donc ça a été une catastrophe considérable. Ça et l'obligation scolaire pour certains enfants, c'est une absurdité.
D'abord, le stade du miroir, il faut comprendre que, alors là, en lisant Lacan et en lisant Dolto, parce que là aussi, Dolto a plus parlé de l'image du corps et Lacan a plus parlé de l'image spéculaire, ils sont deux aspects du stade du miroir lui-même. Hein, c'est-à-dire que dans le stade du miroir, vous avez une image du corps qui est une image interne, qui est une image qui n'est pas imaginaire, forcément, qui n'est pas puisqu'elle est aussi auditive, olfactive, tactile, etc., et qui est faite des signifiants, on peut dire, de la mère, qui vont façonner une image de l'enfant qui va être une image interne, et qui n'a rien à voir, enfin, qui n'a rien à voir, qui va être prise en charge par l'image spéculaire, qui, elle, est l'image que vous voyez dans le miroir, qui va englober cette image du corps, et qui va d'ailleurs, d'une certaine façon, la refouler. Alors, chez l'aveugle, on peut dire que l'image du corps, elle existe de la même façon que chez les non-aveugles, et ensuite, en ce qui concerne l'image spéculaire, il est évident que chez les aveugles de naissance, évidemment, c'est très différent des aveugles d'accident. Hein, et chez les aveugles de naissance, comme vous le savez, quand il y a un défaut dans un des sens, il y a une compensation par d'autres sens. Et je pense que le sens tactile en particulier va suppléer au défaut de la vision. Et va vous permettre à l'enfant de façonner une image dite spéculaire, par analogie avec l'enfant voyant, qui va être un équivalent à l'image spéculaire chez le normal et qui va de la même façon refouler l'image du corps.